À ce stade, vous vous dites peut-être, nos grandes entreprises du luxe, elles ne sont pas forcément vertueuses, mais c'est quand même bien pour notre économie. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Alors, regardez la suite. Les vacances de Noël venaient de se terminer. Il fallait reprendre le boulot et, comme d'habitude, ouvrir le courrier de la nouvelle année. Ici, les messages de vœux que l'on reçoit, en général, c'est plutôt ça. Je sais qui a tué Kennedy, mais je ne vous dirai rien. Ou ça. J'ai des documents qui prouvent que la Terre est plate. Rendez-vous dans un parking. Mais cette fois, on a une carte de nos confrères de Mediapart. Bonjour, vous aussi vous avez reçu le même mail que nous? Tiens, intriguant. En effet, le 1er janvier, nous avons reçu un mail anonyme. Et à l'intérieur, tous les mots qui font tilt à cash. Évasion fiscale, 1 300 000 euros, société boîte postale luxembourgeoise, et une entreprise accusée de tous ces méfaits, le groupe Kering. Kering. Kesako Kering. This is the story of an adventure, Ça ne vous dit rien? a great undertaking. Alors voici une petite présentation du groupe Made by Kering. Au début, le groupe s'appelle PPR. Fondé il y a plus de 50 ans par le monsieur de droite, François Pinault, qui a transmis les rênes de l'entreprise à son fils, François-Henri, le monsieur à gauche. De François à François-Henri, le groupe opère une mutation radicale. Du temps de papa, c'était la distribution. Conforama, la Fnac, le Printemps, la Redoute. Dans les années 2000, avec le fiston finit la distribution. Place au luxe et à ses bénéfices colossaux. Le groupe triple sa marge en quelques années. Il change de nom et rachète un gros paquet de grandes marques. Boucheron, Stella McCartney, Balenciaga, Saint-Laurent et la pépite Gucci. Leur mot d'ordre, dignité, intégrité et responsabilité. Eh ben dis donc, un sacré programme. What is the secret? Imagination. De l'imagination, Kering en aurait aussi pour alléger ses impôts. C'est ce que révèle ce courriel, signé Corrupted Fashion. En français, la mode corrompue. Il nous faut absolument rencontrer ce mystérieux expéditeur. Mais pour cela, il faut se plier à ses règles du jeu. L'entretien a lieu quelque part en Europe. On ne vous révélera pas l'identité de notre interlocuteur. Mais sachez que cet ancien haut responsable a été au cœur des montages fiscaux élaborés par Kering. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, bien, merci. Nous l'appellerons Alfred. De lui, vous ne verrez que sa silhouette, vous n'entendrez pas sa voix, mais c'est son témoignage, mot pour mot. C'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Ce qu'il va raconter, c'est un système que le groupe Kering aurait mis en place pour payer le moins d'impôts possible. En fait, il n'y a jamais eu de considération de type éthique. Ce qui a fait l'objet du débat, c'était le risque. Le risque qu'effectivement, le système fasse l'objet d'un contrôle fiscal par les autorités et que ça ait un impact financier et médiatique. Que ça porte atteinte à la réputation du groupe. Mais il n'y a jamais eu de considération éthique. Il était clair pour tout le monde qu'on s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale. Ce système, qui selon Alfred s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale, nous allons tenter de vous l'expliquer façon haute couture. Parce qu'évidemment, au premier abord, c'est un peu compliqué. Le groupe Kering, vous le savez maintenant, possède certaines des plus grandes marques de luxe. Les françaises Saint-Laurent et Balenciaga, l'anglaise Alexander McQueen et les italiennes Gucci et Bottega Veneta. Chacune de ces maisons crée des produits, les fait fabriquer, mais officiellement ça s'arrête là. Le reste, c'est la société LGI qui s'en occupe. LGI pour Luxury Goods International, soit biens de luxe internationaux. Et LGI est installée en Suisse.
Au registre du commerce, un document décrit le travail de cette filiale de Kering. Commerce, gestion de la production, importation, logistique et exportation. Sur le papier, enfin sur le tissu, ça fait un paquet d'activités. Mais selon Alfred, la réalité est bien différente. Dans les statuts de la société LGI, il est écrit que les fonctions de LGI sont définies comme le commerce, la gestion de la production, l'importation, l'exportation, la logistique internationale des produits de toutes sortes, lesquels sont réellement effectués par LGI en Suisse. La logistique, l'importation et l'exportation, et c'est tout. C'est pas un lieu de prise de décision. Non, C'est pas un lieu de négociation. non, C'est pas un lieu d'activité commerciale pure. non. En fait, il y a un décalage très important entre la situation présentée sur le papier et ce qui se passe vraiment dans la réalité. L'intérêt de ce montage, c'est de concentrer les profits en Suisse. À entendre Alfred, LGI ne serait donc pas la super boîte décrite par Kering. Pourtant, quand on se penche sur les comptes de LGI, voici ce que nous découvrons. Les profits nets après impôts s'élèvent à près de 900 millions d'euros. Pas mal, non? On a fait le calcul. LGI en Suisse, c'est 70% des profits de tout le groupe Kering. À quoi ressemble cette filiale hyper profitable? Pour éclaircir le mystère, on a pris la route pour les Alpes. C'est joli, non? C'est ici, en Suisse, près de Lugano, dans le canton du Tessin, que se niche LGI, la filiale à 900 millions d'euros. À première vue, c'est grand, très grand. Mais que font-ils à l'intérieur? Nous n'avons pas pu y entrer, mais heureusement, il y a la pause clope, l'idéal pour se faire de nouveaux copains. Bonjour, je suis journaliste française et je me demandais qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Ah, de la logistique. Mais d'où viennent tous ces camions? De Florence, d'accord. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, des camions, on n'a vu que ça. Un vrai balai. Des camions qui sortent, des camions qui entrent, des camions de toutes les tailles, des grands, des petits. Et ils semblent en effet tous venir de Florence, en Italie. De la logistique, donc. C'est ce que confirment ces images sur lesquelles nous avons mis la main. Elles ont été tournées par la télévision suisse lors de l'inauguration du site. Des montagnes de carton, apparemment juste un entrepôt. Alors comment un grand hangar peut-il générer à lui seul 900 millions d'euros de bénéfices? En fait, la plupart des marques du groupe Kering concentrent leurs profits en Suisse. Explication. Imaginez, vous êtes le patron d'un magasin qui vend des articles de la marque française Balenciaga. Nouvelle saison, nouvelle collection, vous allez faire votre shopping pour remplir votre boutique. Cette petite séance d'achat se fait dans un showroom Balenciaga, comme celui de Paris. Là, vous faites vos emplettes, une vingtaine de sacs à main, une cinquantaine de paires de chaussures, des manteaux, etc. Pour une facture totale, par exemple, de 200 000 euros. Mais cette facture, vous n'allez pas la régler à Balenciaga à Paris, vous allez la payer à LGI en Suisse. LGI fait ensuite partir cette commande aux ateliers de Balenciaga, en l'occurrence près de Florence, en Italie, qui va alors lancer la conception des articles dont vous avez besoin. Une fois fabriqués, ils sont chargés dans un camion, direction la Suisse, chez LGI. Et là, les articles sont déballés, puis remballés. Ils deviennent suisses et reprennent la route. C'est ainsi que vous les recevrez dans votre magasin à Paris. Grâce à ce système, LGI encaisse les factures pour presque toutes les sociétés du groupe Kering. Nous avons retrouvé un autre témoin clé du fonctionnement de LGI. Lui aussi préfère garder l'anonymat.
Cet ancien cadre a travaillé pour Balenciaga. Il se souvient de la lourdeur du système LGI. Toutes les expéditions, tous les colis devaient transiter par la Suisse. C'était une perte de temps conséquente. Il fallait 1 jour pour recevoir la marchandise, il fallait la dédouaner, la reconditionner, la refacturer, la passer par la douane pour l'export, puis elle partait. C'était un long processus pour des produits saisonniers qui ont une vie courte. Donc en fait, ce système d'optimisation fiscale primait presque sur le fonctionnement réel de la marque. Certainement, oui. Du coup, quand on songe à cette organisation, on a ça en tête. L'idée, c'était d'illustrer une usine à gaz, hein, mais c'est pas top, ça marche pas en fait. Pourquoi Kering aurait-il mis sur pied cette organisation complexe entre la France, l'Italie et la Suisse? Peut-être pour profiter de l'une des spécialités du canton du Tessin, la fiscalité très attractive offerte aux multinationales. Federico Franchini est journaliste. Il y a 2 ans, pour l'ONG Public Eye, il a enquêté sur les pratiques fiscales de la région. Si des sociétés veulent s'installer dans un canton, en ce cas le Tessin, ils vont sûrement discuter avec les autorités fiscales du canton pour voir comment finalement taxer, imposer la société. Et ça, c'est une discussion qu'on appelle le ruling fiscal, qui aboutit à un taux d'imposition. Il n'y a aucune transparence là-dessus. On ne sait pas à quel taux les principales sociétés du canton sont imposées. C'était un peu une sorte de secret d'État. La fiscalité des multinationales et la fiscalité des Kering, surtout au Tessin. Donc on n'a jamais eu de chiffres officiels. Pas de chiffre officiel, mais une estimation. Selon Federico Franchini, le taux d'imposition dont LGI a bénéficié dans le canton du Tessin serait très avantageux, entre 5 et 13%. Comparé avec d'autres législations fiscales, si on peut dire comme ça, et on voit à Paris, par exemple, il y a le 33% d'imposition, Milan le 25%, donc on peut dire environ le 30% pour les 2 capitales de la mode européenne. On voit clairement le clivage entre l'imposition ici et l'imposition milanaise et parisienne. 2 ans après l'enquête de Public Eye, grâce aux nouvelles informations que nous avons obtenues, nous pouvons affiner cette estimation. Le Tessin aurait accepté de ne taxer LGI qu'à hauteur de 8%. À ce stade, il y a donc une filiale du groupe qui concentre 70% des bénéfices et qui n'est imposée qu'à 8%. Une sacrée économie d'impôts pour le groupe Kering. Mais quel est le manque à gagner de cet accord fiscal pour la France ou pour l'Italie? Avec Yann Philippin, notre confrère de Mediapart, nous nous sommes plongés dans les comptes du groupe. Il a passé des journées à additionner, année après année, les profits logés en Suisse au sein de LGI. Et voici le résultat. On arrive à un chiffre colossal, parce que là, on est depuis 2002, donc on est sur 15 ans. Il y a eu plus de 8 milliards d'euros de profits qui ont été logés artificiellement par Kering en Suisse. Et ensuite, on a exactement le même raisonnement, c'est-à-dire quelle part revient aux autres pays que la Suisse, parce que là, on en a plusieurs. On a la France, on a l'Italie, on a le Royaume-Uni, on a peut-être même les États-Unis, parce que Kering est un groupe mondial, et ces pays, c'est les principaux pays où il est présent. Gucci, c'est avant tout italien, Yves Saint Laurent, c'est avant tout français. Donc là, il y a plusieurs pays qui sont lésés. Et on va calculer les profits que Kering aurait dû payer dans ces différents pays où il a ses principales implantations. Et on arrive donc, depuis 2002, sur 15 ans, à ce chiffre énorme de 2,7 milliards d'euros que nous avons choisi d'arrondir à 2,5 milliards par prudence, étant donné qu'il s'agit d'une estimation. C'est la plus grosse affaire d'évasion fiscale présumée jamais mise au jour pour une entreprise française. Donc c'est complètement inédit par son montant. Et la deuxième chose, c'est que c'est de l'argent qui va vraiment manquer, qui a vraiment manqué aux États, parce qu'avec ça, on aurait pu par exemple construire 50 hôpitaux. 2,5 milliards d'euros. Et d'après ses calculs, le fisc français aurait dû percevoir 180 millions d'euros, rien que pour la marque Saint-Laurent. Yves Saint Laurent, c'est une marque emblématique du luxe à la française. Et donc de savoir que ces fleurons du luxe, qui sont connus dans le monde entier,
ne payent pas leurs impôts dans leur pays d'origine, là où est leur savoir-faire, là où est leur gloire. Voilà. Yves Saint-Laurent, c'est Paris. Bon, ben non. En matière d'argent, Yves Saint-Laurent, c'est Lugano. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Dans le groupe Kering, il y a une devise. On n'est jamais trop prudent. Tenez, c'est François-Henri qui en parle lui-même. Our new name comes with a new emblem, the owl. The owl is a sign of wisdom. Being a discreet and protective animal. Protéger et être discret. C'est vrai qu'une filiale qui génère autant d'argent, ça risque d'attirer l'attention. À la fin des années 2000, à Paris, la direction commence à s'inquiéter. D'après Alfred, l'ancien haut responsable de Kering, le problème était même directement géré par les deux hommes forts du groupe, François-Henri Pinault et son numéro 2, Jean-François Palus. Moi, je peux témoigner que le management de Kering était bien au courant de ça. Parce que c'est un enjeu sur lequel François-Henri Pinault ou Jean-François Palus se sont penchés personnellement. Oui, je vous le confirme. Oui, ils ont été impliqués dans plusieurs discussions, dans plusieurs débats, dans plusieurs réunions qui visaient spécifiquement ce problème. Le problème pour Kering, justifier qu'une filiale qui fait essentiellement de la logistique génère autant de bénéfices. La solution que le groupe aurait trouvée, transférer des salariés italiens de Gucci en Suisse. Dans le cas de Gucci, à partir de fin 2011, début 2012 plutôt, les cadres démissionnaient de la société italienne qui était leur employeur et ils étaient embauchés par des sociétés suisses. Ils recevaient une indemnité de logement pour leur maison en Suisse, ils recevaient une voiture avec une plaque suisse. Leur voiture de fonction italienne était remplacée par une voiture de fonction suisse. Ils recevaient un téléphone portable de fonction suisse et ils avaient un bureau en Suisse. Et voilà. Un document confirme les propos d'Alfred. Un courriel rédigé par une certaine Stefania Orselli, la spécialiste du droit du travail de Gucci. Daté de la mi-juin 2012, il décrit les transferts passés et à venir de certains hauts cadres. La directrice monde des ressources humaines passée en Suisse le 15 mai 2012. Le directeur monde du département de la chaussure passé en Suisse le 1er juin 2012. Ou bien encore, le chef du marketing devra passer en Suisse le 28 juin 2012. Selon nos informations, une vingtaine de dirigeants de Gucci seraient passés en Suisse. Parmi eux, les 3 plus importants. Le directeur des ventes en gros, Piero Braga, le directeur du marketing, Robert Triefus, et enfin le PDG de Gucci, Marco Bizzarri. Pour tenter de les rencontrer, nous repartons à Lugano, en Suisse. C'est ici qu'ils sont désormais censés travailler. Au siège administratif de LGI. Un autre bâtiment aux allures d'entrepôt, dans un joli camailleux de marron. Mais avant même d'avoir pu nous annoncer à l'accueil, notre voiture est bloquée sur le parking. Et un salarié vient à notre rencontre. Vous faites quoi avec cette caméra? On fait un documentaire de télévision. Pourquoi? C'est une propriété privée ici. Oui, c'est pour ça que je voudrais me garer à l'extérieur. Vos papiers. Vos papiers. Mes papiers? Votre carte d'identité. Laissez-moi me garer et puis je reviens. Non. Je vais appeler la police. Pas de problème, vous pouvez appeler la police. Je voudrais juste me garer et puis je reviens. Mais montez avec nous si vous voulez. Garez votre voiture ici. Le temps qu'on se gare, il a déjà eu en ligne sa hiérarchie. J'ai eu mon chef et ce n'est pas possible de faire des interviews. Ok, bon, moi je suis journaliste française et je voudrais juste savoir si Monsieur Triefus, par exemple, travaille bien ici. Je peux pas vous donner l'information. Pourquoi? Parce que... Mais c'est public. Je comprends bien, mais c'est pas possible. Mais combien de personnes travaillent ici? Je ne peux pas vous donner cette information. Bah, c'est facile comme information. Mais je vous dis que je ne peux pas vous la donner. Bon, pourtant, elles ne sont pas si compliquées, nos questions.
Pour obtenir des réponses, on a inventé un petit jeu pour les employés à l'entrée du site. Qui qu'a vu le patron? Allez, top, c'est parti. Accueillons tout de suite notre première candidate. Bonjour. Est-ce que ce monsieur travaille ici? Perdu. Passons à nos deuxièmes candidats du jour, Bonjour. qui nous viennent tout droit des bureaux de LGI. Bonjour. Vous êtes bien de LGI? Vous connaissez ce monsieur? Non. Ok. Et celui-ci? Non. Non. Et lui? Non. Ok. Mais vous travaillez bien ici, n'est-ce pas? Usted lavora qua? Lavorano qua? Ok. Grazie. A dopo. Et c'est encore perdu. Allez, allez, on reste motivé pour l'arrivée de notre troisième candidate. Bonjour. Vous travaillez à LGI? Oui. Est-ce que ce monsieur travaille ici? Non. Enfin, moi, je suis au 2e étage et je ne l'ai jamais vu. Ah, ok. Ok. Et ce monsieur? Non. Ok. En tout cas, pas à mon étage. Non. Et celui-ci? Non plus. Ok, merci beaucoup. Bah, chez LGI, ils sont vraiment nuls à qui qu'a vu le patron. Ou alors, peut-être que ces trois patrons ne mettent que très rarement les pieds dans le bâtiment. C'est en tout cas ce qu'affirme Alfred. Est-ce que vous avez déjà eu à aller rencontrer Monsieur Bizzarri en Suisse? Non, jamais. Est-ce que vous savez si il était souvent en Suisse? Non, c'est même le contraire. On m'a dit à plusieurs reprises qu'il était très, très rarement en Suisse. Est-ce que vous savez si, au quotidien, Robert Triefus travaille en Suisse? Non, moi j'ai entendu dire plusieurs fois qu'il n'est presque jamais en Suisse. Est-ce que vous pensez plausible qu'au quotidien, Piero Braga exerce ses fonctions en Suisse? Non, moi je sais qu'il était présent très rarement en Suisse. Et d'ailleurs, la majorité de ses fonctions se faisaient en Italie. Bon, on récapitule. Les plus hauts dirigeants de Gucci qui officiellement travaillent en Suisse seraient basés dans le pays en forme de botte. Allez, mettez lunettes de soleil, on file en Italie. À Milan, le royaume du luxe à l'italienne. Le saint des saints de la mode, c'est par ici. Le Gucci Hub, l'un des sièges de la marque. Un cube noir au centre d'anciens ateliers rénovés. So chic. Évidemment, on n'a pas pu rentrer. En revanche, on a reçu un courriel avec les plans détaillés du bâtiment, tous les bureaux et les noms de ceux qui les occupent. Visite virtuelle du Gucci Hub. Au rez-de-chaussée, le bureau de Robert Triefus, directeur du marketing, 38 mètres carrés. Au 3e étage, celui de Piero Braga, directeur commercial, surface 16 mètres carrés. Enfin, au 5e et dernier étage, ne manquez pas la pièce maîtresse, le bureau du grand chef Marco Bizzarri, une pièce immense de 88 mètres carrés et sa salle de bain personnelle de 15 mètres carrés. Non seulement ces trois dirigeants de Gucci travailleraient à Milan, mais ils y habiteraient aussi. Et ça fait désordre pour des personnes qui payent leurs impôts en Suisse. On va tenter de vérifier. Dans cet immeuble, logerait Piero Braga. Je cherche Piero Braga. Il vit ici? Oui. Oui, venez, et je vais vous montrer les boîtes aux lettres. Thank you. Voilà, c'est l'une de celles-là. Je sais pas laquelle précisément. D'accord, merci. Mais il vit bien ici? Oui, oui, il vit dans cet immeuble. Mais je sais pas dans quel appartement, par contre. Grazie mille. Ciao. Bingo! Piero Braga est bien là. Un peu plus loin, dans un autre quartier chic, vivrait Robert Triefus. Son nom est bien sur l'interphone.
Personne ne répond. Alors on sonne chez les voisins. Bonjour, je cherche Monsieur Triefus. Au deuxième? Allez, terminons notre escapade milanaise sur la piste du grand Manitou de Gucci, Marco Bizzarri. Il vivrait dans le penthouse tout là-haut. Et ça tombe bien, ce soir-là, son appartement est le seul de l'immeuble à être éclairé. Oui, bonjour, je cherche Monsieur Bizzarri. Oui, c'est vous, Monsieur Bizzarri? Par acquis de conscience, nous demandons au portier du restaurant en bas de chez lui s'il connaît l'homme aux grosses lunettes. Monsieur Bizzarri vit bien ici? Oui, je crois bien. Ok, merci. D'après nos informations, c'est même Gucci qui paye depuis des années son loyer et ses charges. Près de 10 000 € par mois. 3 des plus gros salaires de Gucci officiellement établis en Suisse, mais qui seraient basés à Milan. Une filiale dans le Tessin qui ressemble à l'entreprise la plus rentable du monde. Ça commence à faire beaucoup de sujets à aborder avec Monsieur Pinault. Malheureusement, lui n'a pas très envie d'en discuter avec nous. Nous comprenons votre demande, cependant nous ne souhaitons pas donner d'interview télévisée. Mais on a de la chance. Kering organise son assemblée générale annuelle à Paris. Ce jour-là, c'est la fête à l'actionnaire. Le patron, François-Henri Pinault, et à droite son bras droit, Jean-François Palus, présentent des résultats records. Je ne connais pas de groupe qui ait connu une croissance annuelle aussi importante. Nous avons créé plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires en un an. Jusqu'à ce qu'on casse un peu l'ambiance. Question suivante. Attention, ce jour-là, nous n'avons pas pu entrer avec nos propres micros et ça s'entend un peu. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Pinault. Je m'appelle Zoé Lebussière, je suis actionnaire, je suis titulaire d'une action. Je suis également journaliste à Cache Investigation sur France 2. Vous parlez de LGI comme une plateforme de service. J'y suis allée, elle ressemble effectivement à une plateforme logistique. S'agit-il d'une plateforme qui permet en réalité de faire payer au groupe Kering moins d'impôts en France et en Italie pour des marques Gucci, Saint-Laurent et d'autres qui font la réputation de notre groupe? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui n'est pas que logistique, elle est très importante. Elle s'occupe pour l'intégralité de nos marques, l'intégralité sauf les marques de joaillerie et d'horlogerie, pardon, s'occupe de services très importants pour nous. Et encore une fois, on a bâti le groupe là-dessus. Il faut bien que vous compreniez ça. On a 600 personnes, c'est une activité qui est très importante pour le groupe et qui est tout à fait légitime et qui est même indispensable à la croissance et aux performances du groupe. Vous avez salarié en Suisse une partie des hauts cadres dirigeants de Gucci et ces hauts cadres dirigeants ont beau être officiellement salariés en Suisse, ils ne mettent que très rarement les pieds et ils ont des bureaux et une activité quasiment quotidienne dans le Gucci Hub qui se situe à Milan. Donc je me pose la question, est-ce que ça aussi c'est une démarche qui vous a permis d'économiser énormément d'impôts? Merci. La société LGI, encore une fois, a une activité commerciale en ce sens qu'elle vend des prestations logistiques à nos marques de luxe. Et donc, elle a de facto une existence commerciale, enfin une activité commerciale. Et quant à la présence des salariés, nous laissons les salariés être responsables de leur propre statut fiscal. Bien sûr, je parlais bien de là où ils travaillaient. Et j'en profite pour réitérer cette demande. Nous avons proposé à M. Pinault et à des gens de la direction de Kering une interview à ce sujet. On aimerait beaucoup que cette interview ait lieu, autrement que dans cette assemblée générale. Voilà, allez-vous accepter notre proposition d'interview pour répondre à toutes nos questions dans notre discussion? Écoutez, vous me permettrez de réserver aux administrations fiscales, en particulier italiennes, des réponses à des éventuelles questions subsidiaires.
Ah oui, on ne vous a pas dit. La justice italienne a ouvert une enquête contre Gucci pour évasion fiscale. Elle a même perquisitionné les domiciles milanais des 3 dirigeants de la marque. Aujourd'hui, les 3 salariés suisses sont redevenus des salariés italiens. Merci pour votre visite. Merci à vous. Bonne journée. Le système Kering existe depuis 2001. Comment un fleuron français du luxe a-t-il pu concentrer pendant des années des millions d'euros de bénéfices en Suisse sans que les autorités ne s'y intéressent? Gucci aurait-il pratiqué l'évasion fiscale, comme le soupçonnent désormais les magistrats italiens? Ces questions, nous avons décidé de les poser à un fin connaisseur de la fiscalité, un ancien ministre français de l'économie, qui est aujourd'hui commissaire européen aux affaires fiscales. Pierre Moscovici. Ok, interview Pierre Moscovici, Bruxelles, première. L'entreprise Kering, vous la connaissez, j'imagine? Absolument. Elle appartient à la famille Pinault, c'est la 7e fortune de France. Cette entreprise est aujourd'hui soupçonnée d'être à l'origine d'une évasion fiscale massive, on peut le dire, massive. Vous êtes au courant, j'imagine, de cette affaire? Je suis commissaire européen, je ne suis pas commissaire de police et je ne suis pas agent du fisc, donc je suis très embarrassé pour m'exprimer sur un sujet sur lequel il y a apparemment une enquête, semble-t-il, en Italie. Mais effectivement, il y a le parquet italien qui a ouvert une enquête pour évasion fiscale présumée. S'assimile, disons, à un montage d'optimisation fiscale, c'est-à-dire la recherche par une entreprise des moyens de payer l'impôt le plus bas possible. 2,5 milliards d'euros selon les informations recueillies par l'EIC, qui est le consortium européen des journalistes d'investigation. C'est un chiffre que j'ai lu. Et ce chiffre est vertigineux. Et montre bien que ça ne peut pas se reproduire. De quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant de faire en sorte qu'on ait un échange automatique d'informations, c'est-à-dire qu'on sache instantanément comment les entreprises négocient avec les États, États membres de l'Union européenne, mais aussi États tiers, ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, c'est-à-dire des planifications d'impôts sur les sociétés à l'avance qui peuvent être très avantageuses. Ces rescrits fiscaux, par leur opacité, ont engendré des scandales, notamment ce qu'on a appelé le LuxLeaks, et c'est précisément l'objet de cette affaire dite Kering. Et soyons simples, vous avez là des entreprises qui sont françaises, des entreprises qui sont italiennes, et donc soyons très clairs, il faut que la richesse produite soit taxée là où elle est créée. Et donc je pense que c'est ce genre de pratique qu'il faut désormais traquer et proscrire. D'accord. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. On va parler du résultat net de Kering en 2016. Regardez, je vais vous montrer petit à petit ces photos. Donc là, on voit le résultat net de Kering, 1,282 milliard d'euros. Là, ensuite, on va regarder le résultat net de sa filiale suisse, LGI, presque 900 millions d'euros. On le voit, 899 millions d'euros. Ça veut dire que LGI réalise 70% du bénéfice de Kering. Je continue parce que la suite est intéressante. La société LGI compte 600 salariés, alors que le reste du groupe partout dans le monde compte 28 400 salariés. Voilà, c'est ici. 600 salariés d'un côté, 28 400 de l'autre. Est-ce que vous avez une réaction? Parce que là, on est d'accord, la richesse, elle n'est pas créée là. Hein. Là, il y a 600 employés, 70% du bénéfice. C'est pas là qu'elle est créée, la richesse. Hein. De fait... vraisemblance que ce ne soit pas le cas. Parce que je vais Ou alors, c'est très, très productif. Vous ne pourriez pas si bien dire, parce que justement, on a fait le calcul. Ça veut dire que un salarié de LGI en Suisse génère à lui seul 1 499 000 euros par an, alors qu'un salarié d'une autre filiale Kering, ailleurs, ne génère qu'un peu plus de 13 000 euros. Donc, c'est ce qu'on se dit, ils sont super rentables, les salariés suisses. Hein. Voilà, ils sont productifs, rentables, formidables. Très efficace. Est-ce qu'un système comme celui qu'on vient de voir sur Kering pourra encore exister dans les années qui viennent, avec la Suisse? La Suisse, elle aussi, depuis le 1er janvier 2018, procède à l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux de la même façon. Elle y est obligée. Elle y est obligée et elle y a consenti. Pardonnez-moi qu'on comprenne bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si une entreprise, disons française, bénéficie d'une imposition très faible dans un pays comme la Suisse a l'obligation de dire à la France, voilà le taux d'imposition que nous accordons à l'entreprise. Je vais essayer d'être simple. Ce rescrit fiscal suisse était inconnu de l'administration fiscale française ou italienne. D'accord. Il n'y avait aucune forme de transparence. Aucune trace. À partir du 1er janvier 2018,
un tel rescrit fiscal, celui-ci ou un rescrit fiscal comparable, dire un rabais fiscal. est automatiquement donné à l'administration fiscale française ou italienne, qui, à partir de ce moment-là, peut agir. Après, je veux aller jusqu'au bout, parce qu'il faut aussi être clair. Moi, ici, je dirige l'administration qui propose la législation européenne. Mais nous proposons, les États membres décident et ils disposent. Après, la question qu'il faut poser, c'est au ministre des Finances, en l'occurrence à la Direction générale des finances publiques en France et en Italie, savoir que font-ils une fois qu'ils ont le rescrit fiscal. À eux d'agir. D'accord. Donc ça, je ne peux pas vous dire ce qu'ils font. Oui, mais d'accord, mais en tant que commissaire européen, vous êtes très clairement en train de leur dire, on a construit les outils, absolument. Et maintenant, à vous, États différents, d'agir face à ce genre de schéma. Mais il y a quand même quelque chose de très important. Depuis le 1er janvier 2018, ils savent ce qui se passe. À eux d'en tirer les conséquences, à eux d'agir. Ils peuvent le faire. Et je n'ai pas de doute qu'ils le feront. Merci à vous, Pierre Moscovici. Merci à vous. Pourtant, à ce jour, ni Bercy ni le parquet national financier n'ont ouvert d'enquête sur le dossier Kering.